Hé hé hé, les mangeurs de livres. Alors, on reprend les bonnes vieilles habitudes. Voici un petit podcast du milieu de la nuit. Il est 3h04 du matin. Et comme je vous avais dit que j'arrêterais de faire des longues pauses entre les podcasts, mais qu'en même temps j'ai toujours du boulot par-dessus la tête, autant faire une petite pastille de la nuit. Et comme c'est la nuit, noire et mystérieuse, j'ai eu l'idée de vous parler d'un bouquin qu'on va qualifier d'horreur, ou en tout cas dont l'auteur est un spécialiste des bouquins d'épouvante. Hein, ça va bien avec la nuit. Et je crois que j'en ai jamais fait la chronique dans ce podcast de ce type de bouquin. Bah, déjà premièrement parce que c'est pas trop ma sauce, donc je n'ai pas trop lu. Et puis parce que j'y avais jamais pensé. Et en fait là j'avais envie de faire un podcast depuis... Enfin je veux dire... toute la journée j'ai tourné autour du fait qu'il fallait que j'en fasse un, mais que j'avais trop de boulot. Et puis en fait, plus le temps passait, plus je sentais mes neurones ne plus avoir la capacité de se rappeler vraiment d'un livre un peu, j'allais dire, plus intéressant. C'est humiliant pour le livre dont je vais parler, mais je veux dire, un livre un peu plus sérieux, on va dire. Enfin bref, trêve de suspense. Je vais vous parler d'un auteur qui s'appelle Dean Koontz et d'un livre qui s'appelle Twilight Eyes, traduit en français par Les yeux foudroyés. Et en fait, c'est un livre dont j'ai un bon souvenir, que j'ai lu quand j'étais jeune, à l'époque où j'avais justement commencé à découvrir Stephen King. Et souvent, Dean Koontz, on le présente un peu comme une espèce de Stephen King du pauvre. Alors, bon, moi, c'est vrai que j'ai pas lu autant de Koontz que j'ai lu de King. C'est vrai qu'encore aujourd'hui, de temps en temps, euh, j'en attrape un et je le lis, bien que j'ai du mal à retrouver des titres aussi bons chez lui que ceux que j'ai lus il y a 30 ou 40 ans, mais on va dire que il s'en sort encore. Hein, c'est un grand. On peut pas dire le contraire. Kunz, je sais qu'il produit encore, malgré son grand âge. Je crois qu'il est né en 45. Donc il doit avoir 80 ans, ou alors presque 80 ans. Mais en tout cas, ce que j'aime bien chez lui, c'est que c'est l'école américaine, quoi. C'est un ouvrier du livre. C'est comme Stephen King, hein, lui-même, il a toujours dit, hein, lui, il n'a pas ce truc qu'on a en Europe et surtout en France, cette image de l'auteur qui, qui est dans les affres de la création et qui met 4 ans à écrire un bouquin. D'ailleurs, je raconte souvent l'anecdote où il était sur un plateau de télé aux États-Unis avec Martin l'escroc, là, où Martin se plaignait d'être coincé. C'était la raison pour laquelle il n'arrivait pas à finir son cycle, là, qui a plus de 30 ans, là. Il n'arrive pas à faire 7 livres en 30 ans. Quel escroc. Quel escroc, quel escroc. En plus, il est bidon son cycle. Un jour, je ferai un podcast sur les déceptions littéraires et Martin sera le premier. Je sais que j'en ferai sûrement plein, parce que il est presque panthéonisé, Martin, mais j'ai jamais considéré que c'était un bon auteur. Et même l'adaptation en série, c'est pas terrible. Enfin bref. Revenons à King. Enfin, quand Martin a dit ça, bah King, il lui a dit quoi? Il lui a dit, bah non, moi, en fait, j'ai pas ce problème. Parce que moi, chaque matin, à 8h, je me mets devant ma machine à écrire ou devant mon ordi. Et je sais que je dois écrire. Alors, les Américains, ils comptent en mots. Je sais plus s'il lui a dit 1000 mots ou 10 000 mots. Bon, ça doit être 10 000. Hein. Et il dit, moi, en fait, j'arrête pas d'écrire tant que j'ai pas écrit 10 000 mots. Alors, il y a des jours où c'est de la merde et je jette tout à la poubelle. Et il y a des jours où c'est un peu mieux, mais en tout cas, je sais que chaque jour j'écris 10 000 mots et comme ça, bah, j'arrive à finir mon livre, quoi qu'il arrive. C'est pour ça qu'il en a sorti peut-être des centaines. Mais bon, c'était pas un podcast sur King, hein, c'était un podcast sur Kuntz, mais c'est un podcast littéraire. Donc pour en revenir à notre ami Kuntz, digne de son prénom, bah il a un peu une carrière parallèle à King. En tout cas, c'est quelqu'un, comme je vous dis, qui écrit depuis longtemps, qui est né en 45 et qui est issu d'une famille assez pauvre. Ça aussi, hein, c'est un peu la tradition américaine. King aussi, quand il raconte un peu sa jeunesse, c'était pas si facile pour lui de commencer à écrire. En tout cas, il arrive malgré tout à faire des études.
à l'université et il obtient une maîtrise de lettres. Et en 67, il devient prof d'anglais. Et en 68, il sort son premier bouquin qui s'appelle Stark West. Et c'est un bouquin de science-fiction. Et donc à partir de 1970, il commence à écrire des romans dans tous les j'allais dire dans tous les styles et dans tous les genres, mais en tout cas c'est des romans de genre. Donc c'est à chaque fois soit de la SF, soit de l'horreur, soit peut-être un peu du pseudo-polar, ou en tout cas du polar matiné de justement de SF ou d'horreur, ou de fantastique. Et à l'époque justement les éditeurs lui disaient qu'à chaque fois qu'il changeait de genre, il fallait qu'il change de nom de plume. Parce qu'à l'époque, ils pensaient qu'il y avait un principe qui s'appelait le croisement négatif. C'était le fait de s'aliéner les fans assidus tout en n'attirant pas de nouveaux lecteurs. Donc, il a certains pseudos connus comme K.R. Dwyer ou Aaron Wolf. Et je sais que maintenant, en fait, vu que c'est devenu quand même un auteur célèbre et qu'il a vendu des millions de livres, euh, la plupart des livres qui sont sortis sous pseudo, ils sortent maintenant sous son nom. Et je sais aussi qu'il a racheté pas mal de bouquins, les droits de pas mal de bouquins de ses débuts, et qu'il a fait en sorte qu'ils soient pas réédités parce qu'il estime qu'ils sont vraiment mauvais. Et je me rappelle qu'à l'époque du Covid, là, c'est un truc qui me passe par la tête, il y avait un de ces bouquins là, dans toutes les FNAC, même dans les supermarchés, ça, il y avait écrit Dean Koontz, l'homme qui a prédit le Covid. Et c'était marrant parce que, alors je me rappelle plus du titre, ça devait être Pandémie, un truc comme ça, et bah, c'était un livre qu'il avait écrit au moins une dizaine d'années avant. Et le pitch, c'était quoi? Un laboratoire à Wuhan, en Chine, où il y a une fuite d'un virus et qui se propage sur la Terre entière. Et je me suis dit, c'est fascinant. C'est fascinant comme, bon, parfois, un auteur de SF quoi, peut être une espèce d'oracle contre son gré. En tout cas, revenons au titre que j'ai choisi, moi, de Dean Koontz et le titre par lequel je l'ai connu. Alors je pense que j'ai un peu de chance parce que souvent quand on parle de lui entre fans de bouquins, il y a souvent deux trois titres qui reviennent, euh, dont celui dont je vous parle là, les yeux foudroyés. Et il y en a un autre, c'est une espèce de diptyque en fait, même si c'est pas les mêmes, même si c'est pas les mêmes personnages, c'est pas. Mais souvent ceux qui ont lu Les yeux foudroyés ont lu Le temps paralysé. Et moi j'en ai lu un troisième qui s'appelait Fièvre de glace, qui était, comme son nom l'indique, un truc qui se passait dans le pôle Nord, une espèce de polar, un peu en huis clos, là, une expédition polaire. Enfin bref, c'est les trois que j'ai lus, et bon, Fièvre de glace, il est un peu en dessous des deux autres, mais Le temps paralysé et Les yeux foudroyés, à chaque fois que j'en ai parlé justement avec des mecs qui, comme moi, mangent un peu de tout, déjà on a tous le même comportement avec Kuhn, c'est qu'on en a lu que deux ou trois, malgré le fait qu'on ait bien aimé au moins deux sur trois, et qu'on n'en a jamais relu d'autres. Alors donc, ça donne peut-être raison à tous ceux qui disent que finalement c'est pas un super auteur, hein. Il y avait un critique français, je crois, qui avait dit dans les années 2000 que c'était un bon auteur de série B avec parfois quelques coups de génie en gros, mais que l'ensemble de son œuvre était pas anecdotique, mais moins bon que la moyenne de ses contemporains, on va dire, dans le même genre. Moi, je peux pas juger, j'en ai lu que trois. Je sais juste que, en tout cas, il a une vraie carrière et que il a écrit des dizaines et des dizaines de bouquins. En tout cas, je vais pas juger son œuvre en entier, euh, mais je sais par exemple que il y a aussi un livre dont j'ai entendu parler souvent de lui, que j'ai jamais lu, qui s'appelle La nuit des cafards. Et je sais que dans mes bibliothèques, dans mon rayon presse pocket de SF d'autrefois, il y a un truc qui s'appelle La semence du démon. Et je me suis toujours dit, tiens, c'est bizarre, presse pocket en SF, il y a un Dean Koontz, il faudrait que je le lise. Et ça doit faire 25 ans que je l'ai et je l'ai toujours pas lu. Donc, c'est ça les aléas de la lecture de livres compulsifs, c'est que c'est jamais
synchrone les lectures, hein, c'est vraiment au petit bonheur la chance. Et donc comme c'est une pastille de 3 heures du matin, je me suis dit, j'allais vous parler d'un livre pardon, dont je me souviens en fait. Et ça fait 30 ans au moins que je l'ai lu, au moins. Bon, il est sorti en 89. Ouais, donc 89 aux États-Unis, peut-être qu'il a dû sortir 2-3 ans plus tard en France, ouais, donc j'ai dû le lire quand il est sorti, ou peu de temps après. Donc c'est quoi le temps paralysé? Moi, pourquoi j'avais aimé ça à l'époque? Euh, c'est l'histoire d'un adolescent qui s'appelle Carl Denton, et comme c'était écrit, je crois, dans le quatrième de couverture à l'époque, il disait j'ai 17 ans et je suis déjà recherché euh, pour meurtre par la police ou par toutes les polices genre des États-Unis, un truc comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai massacré mon oncle à la hache, mais euh, je n'ai pas mauvaise conscience. Je sais pourquoi je l'ai tué. Je l'ai tué parce que c'était un gobelin. Rien que ça. Je sais pas. À l'époque, ça donnait envie de le lire. C'est parce que soit le mec était complètement cinglé et que ça allait être une histoire de psychopathe déjanté. Et à l'époque, c'était pas, il n'y avait pas encore autant des bouquins sur des psychopathes. Soit le mec voyait vraiment des gobelins et les gobelins existaient. Et qu'est-ce que c'était un gobelin pour Dean Koontz? Et donc en fait, c'est ça. Donc je commence à lire le bouquin. Et, après, par rapport au style, bon, c'est vrai à l'époque, je faisais peut-être un peu moins attention au style. Moi, du moment que c'était un peu un bouquin de genre, de la SF, de la fantasy, un truc entre les deux, du fantastique, ça m'allait très bien. Et en tout cas, le style me plaisait. Et c'était mené tambour battant en fait. C'était vraiment ça. Le mec, en fait, c'était quoi l'histoire? C'est que depuis son plus jeune âge, il s'est rendu compte que parmi les hommes, il y avait une espèce de race de démons. Si on était dans le monde musulman, on dirait que c'était des djinns, par exemple, et, mais qui étaient invisibles aux autres, en tout cas qui avaient l'apparence humaine, et donc la majorité des gens, en tout cas jusqu'à pour l'instant, il n'avait jamais rencontré quelqu'un qui avait la même capacité que lui à les voir pour ce qu'ils étaient. Donc déjà c'était un truc de fou parce que pendant longtemps il a pensé qu'il était dingue. Quand il a commencé à comprendre qu'il ne l'était pas, déjà il avait dû développer une espèce d'instinct de survie pour faire en sorte que quand il croisait un gobelin, bah, que ça se voit pas sur son visage, parce que sinon il était foutu. Et ça fait en fait que pendant toute son enfance et le début de son adolescence, c'était une existence un peu paranoïaque, quoi. Il marchait dans la rue, il voyait des espèces de démons, il était en panique, il savait pas pourquoi, il savait pas ce qu'il faisait. Apparemment, il a commencé un peu à enquêter, à voir que parce qu'au début, il s'est dit, bah, peut-être que, ok, c'est des démons, enfin, ils ont des têtes de démons, et puis ils font pas forcément du mal. Mais il s'est rendu compte que si. Il s'est rendu compte que ils avaient des activités démoniaques, quoi. Ils tuaient des gens, ils les kidnappaient, ils avaient des machinations. Et donc, il y a un moment, donc, pour aller avec le quatrième de couverture, je sais plus, parce que son oncle, il a pas dû le connaître tôt, parce que sinon, il aurait vu vite fait que c'était un démon, ou en tout cas, il y a dû avoir un moment de latence. Le truc, en tout cas, c'est que ça commence comme ça. Enfin, je crois que ça commence par le meurtre de l'oncle, et ensuite il y a un flashback pour expliquer ce qui s'est passé. Le truc, c'est que donc il est en cavale pendant un bon moment, et à la fin, il sait plus où aller pour ne pas se faire prendre par les forces de l'ordre, et il se fait embaucher dans une espèce de caravane de cirque. Comme il y a aux États-Unis, vous savez, les cirques itinérants, mais c'est XXL par rapport à ce qu'on a en France. En plus, c'est un mélange de fêtes foraines et de cirque. On pourrait dire que c'est l'équivalent des gens du voyage en France ou en Europe. Et en plus, c'était cool parce que c'était un peu matinée d'information réelle. Euh, il appelait ça Gip Town sur roue. Parce qu'apparemment, tous les forains américains, quand il y a la bonne saison, ils sillonnent les routes. Et à la saison, on va dire l'hiver, ou en tout cas à la mauvaise saison, ils vont dans une ville en Floride, tous qui s'appelle Gip Town, et
ou Gyptown, mais je pense que c'est Gyptown. Et donc ils passent la mauvaise saison tous ensemble, réunis, avant de repartir sur les routes. Et donc par exemple, il explique ça, il explique le fonctionnement de cette société de forains ou de l'équivalent des gitans aux États-Unis. Il apprend comment ils l'ont pris il explique comment ils l'ont pris sous son aile, comment ils, ils lui ont appris. Alors au début, il dit comme justement il y a des activités où il n'y a pas que le cirque, il faut attirer le chaland, ils appellent ça les gogos. Alors il, a, il explique comment il a dû apprendre à avoir du bagou pour entourlouper les gogos, quoi, en gros, et comment il est passé par tous les postes possibles de travail dans une équipe de forains comme ça. Et la chance qu'il a, c'est que dans cette communauté de gens du voyage, il y a une jeune fille qui s'appelle Ria et qui, elle aussi, a le don de voir ces gobelins. Et donc, par un concours de circonstances, il arrive à se rendre compte que elle aussi les voit. Et donc au début, il est soulagé, ils sont contents, c'est le début d'une histoire d'amour. Donc moi, ça me plaît toujours hein, quand il y a un petit coup de foudre comme ça et que mon côté fleur bleue est satisfait. Mais le truc, c'est que ça va pas durer longtemps en fait, cette protection qu'il leur est donnée par ce monde forain, parce que il a matiné cette histoire en plus justement d'une machination, une espèce de complot à l'échelle nationale américaine, voire internationale, et en fait eux ils apprennent ça par un concours de circonstances, je crois qu'ils entendent des gobelins parler entre eux, et il y a une espèce de complot visant à prendre le pouvoir en gros aux États-Unis. Et donc là, ils se sentent obligés d'agir. Le problème, c'est que comme ils essayent de mettre des bâtons dans les roues à ces gobelins, eh ben, ils vont se faire poursuivre par ces gobelins. Parce qu'au bout d'un moment, les gobelins ils vont se rendre compte que ces deux adolescents ont la capacité de les déceler. Et donc en fait, ça veut dire qu'ils vont se faire pourchasser et par les gobelins et par les forces de l'ordre. Et donc après, c'est un road movie à travers tous les États-Unis. Et franchement, c'est mené de tambour battant, c'est haletant. Et bon, je vous spoil pas à la fin. Mais en tout cas, je me rappelle qu'à l'époque, j'avais kiffé ce bouquin. Parce que justement, ce côté fantastique, juste le fait qu'il voit des espèces de monstres que personne n'arrive à voir. Alors c'est un classique, hein, il y a plein de bouquins. On peut les appeler comme on veut, comme je vous dis, hein, des gobelins, des démons, des genus, des farfadets, des lutins, que sais-je encore. Mais en tout cas, l'angle qu'il a pris, lui, et la manière dont il a écrit le livre, ça a fonctionné sur moi, mais à 100%. À 100%. Je me suis toujours dit même qu'il fallait que je le relise. Mais bon, comme tout bouffeur de bouquins, rajouter un livre qu'on a déjà lu sur la pile de ceux qu'on doit lire, c'est un peu compliqué. En tout cas, le truc, c'est que moi, c'est comme ça que j'ai connu Dean Koontz, et ça m'a plu dès le début. Dès le début. C'est pour ça que j'avais enchaîné tout de suite, puisqu'à l'époque, c'était les livres que je chopais à la bibliothèque municipale. Hein. Je me répète, mais je parle souvent de cette fameuse bibliothèque. Et donc, dans la même collection, il y avait Le Temps paralysé. Alors, puisque je vous parle des yeux foudroyés, je peux vous décrire vite fait le synopsis de ce truc. Là, c'est une espèce de chronie de voyage dans le temps. Euh, c'est un russe. C'est un anglais ou un russe? Je sais plus. En tout cas, c'est un mec qui vient du futur. Et du futur ou du passé. Alors là, c'est la honte. Je crois qu'il vient d'une espèce de futur un peu apocalyptique. Et il vient dans le passé pour essayer justement d'empêcher cet apocalypse atomique, la nucléaire, ouais c'est ça. Et ouais, il vient d'un monde parallèle où ça s'est pas passé pareil depuis la fin de la guerre ou un truc comme ça. Mais je crois que le truc en plus c'est qu'à un moment il va même remonter à l'époque de la seconde guerre mondiale et il va jouer un rôle euh, dans la victoire des Alliés. Pareil, il y a des mecs qui le pourchassent hein, à travers le temps. Et pareil, au début, tout le monde le prend pour un fou, personne ne le croit. Et
il y a une jeune femme qui va croiser sa route et qui va l'aider. Donc il y aura encore cet aspect romance au milieu de la SF et du fantastique. Peut-être que c'est ça qui m'avait accroché avec Dean Koontz. En tout cas, Temps paralysé fait vraiment partie de ce qu'on considère être ses œuvres principales. Je sais, comme je vous dis, qu'il y avait il y avait la nuit du cafard, des cafards, pardon. Il y avait Fièvre de glace. Il fait partie des œuvres qu'on appelle principales chez lui. Alors, qui a décidé ça? Je sais pas. Je vous dis ça parce que j'ai un petit peu farfouillé sur Wikipédia là, avant de faire le podcast. Et j'étais étonné de pas trouver les yeux foudroyés dans ses œuvres principales, mais bon. Si y a le temps paralysé, franchement, c'est du même niveau, hein. Les yeux foudroyés. En tout cas. Je suppose déjà que parmi les quelques gens qui daignent m'écouter sur ce podcast, toutefois, j'allais dire fantastique, mais vu que je parle au ralenti, 3h25 du matin, putain, j'abuse. En vérité, des fois je me réécoute et c'est vrai que je me rends compte que ce que j'enregistre la nuit comme ça, je devrais pas. Je devrais pas. Mais peut-être qu'il y en a comme moi, hein, comme peut-être que vous êtes insomniaque et que ça vous dérange pas trop. Et peut-être que ma voix de somnambule va vous permettre de vous endormir. En tout cas, ouais, je vais pas continuer longtemps. Ça fait 21 minutes, c'est pas mal pour un podcast sur Dean Koontz. Ce que je voulais dire, c'est que, comme je vous l'ai dit au début, il en a écrit des dizaines, Dean Koontz, et on en trouve partout. On en trouve à 1 € comme on en trouve à 28 € si vous achetez le dernier en librairie. Je pourrais pas vous euh, dire si les derniers sont bons ou pas, vu que j'en ai lu que 3. Mais en tout cas, la chose qui en sa faveur, c'est que les 3 que j'ai lus sont bons. Et apparemment 2 font partie de ses meilleurs. Comme je vous l'ai dit, Fièvre de glace et Le temps paralysé. Mais moi, je vous incite à lire Les yeux foudroyés. Parce que j'ai mon propre top 50, en tout cas mon propre classement des œuvres de Dean Koontz. Et je mettrai les yeux foudroyés dedans. Encore une fois, pourquoi? Parce que je trouve que c'est un livre original, que c'est un livre haletant, et qui a une petite touche comme ça, justement ce côté fantastique, et cette histoire d'amour entre ces adolescents, et peut-être aussi le fait parce que ces adolescents, alors peut-être parce qu'à l'époque j'étais jeune, je sais pas, mais en tout cas comparé même au temps paralysé que je trouve très bien, il a un truc en plus celui-là. Peut-être qu'il a du sense of wonder. Et, en tout cas, c'est celui que je préfère dans ceux que j'ai lus de Dean Koontz. Donc voilà. Je sais pas si ce podcast pourra servir à grand chose, à part tenir ma promesse d'en faire plus, plus souvent. Non, non, c'est pas bien ce que je dis. Dean Koontz, il mérite pas qu'on le traite par-dessus la jambe. Donc, si je vous en parle, c'est que c'est quand même cool et que c'est bon à manger. Donc, ensuite, peut-être un argument qui vous fera encore faire pencher la balance pour en lire un. Et il a été très souvent sur la liste des best-sellers du New York Times. Alors, ça vaut ce que ça vaut comme argument. En tout cas, moi je vous le conseille. Allez, j'arrête de vous prendre la tête. À 3h28 ou je sais pas combien du matin, quelle heure il est? 3h28, ouais. Lisez. Lisez Dean Koontz. Lisez Les yeux foudroyés. Et il est extraordinaire ce livre. Ah oui, vous allez me dire, peut-être qu'il n'est pas disponible. Il est sûrement pas disponible en nouveauté. Mais en tout cas, moi je le vois souvent dans mes pérégrinations. Et pas cher. Donc profitez-en. A bientôt et mon jour de livre. La prochaine fois ce sera pas 3h du matin. Et c'était juste pour faire un petit coucou de la nuit. Ciao.